l'abus du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il envie, l'Afrique se réveille. Ça arrive dans notre pays. Moi, j'avais même évoqué notre projet agricole durant les années 70, initié par feu le président Mobutu, qui revenait de la Chine. Il avait effectué un voyage en Chine, je crois, en 72 ou 73. Il a vu ce que Mao Zedong avait initié comme projet agricole en Chine et qui avait donné de bons résultats. Il est revenu, il a parlé de Salongo, il a parlé de l'agriculture, priorité des priorités, il a donné des orientations, mais curieusement, tous les engins que la Chine avait donnés au Zaïre à l'époque pour démarrer ce projet agricole ici dans notre pays, tous ces engins avaient été confiés à l'époque aux commissaires du peuple, c'est-à-dire aux députés nationaux, qui n'avaient rien à voir avec le travail de champ et tout ça, alors que les paysans étaient là. Vous voyez, donc, je crois que les paysans sont là. Ils ont dit, ils constituent l'armée de la lutte contre la faim de notre pays. Et ils ont raison, parce que ce sont eux qui connaissent le sol. Ce sont eux les paysans et les ingénieurs agronomes qui connaissent les qualités des sols. Un tel sol doit recevoir une telle sémence, doit recevoir une telle plante. Il faut leur confier ce travail-là de la mécanisation de notre agriculture en les équipant. L'État a l'obligation d'équiper les paysans afin que notre agriculture soit mécanisée pour que demain nous puissions vaincre la faim et vendre le surplus à l'étranger, c'est-à-dire exporter le surplus, vendre le surplus à l'étranger. Cela est possible. Allez, nous allons recevoir notre premier invité. Il s'agit de M. Basile Isanga, qui est analyste socio-politique. Il est là devant nous. Bonjour, M. Basile. Bonjour, monsieur. Voilà, donc nous allons parler avec vous du partenariat Europe-Afrique. Il s'est tenu dernièrement en Europe le sommet Union européenne, Union africaine. Évidemment, il y a eu beaucoup de sommets, beaucoup de sommets dans ce cadre-là. Et curieusement, l'Afrique ne se développe toujours pas. Et évidemment, nous les Africains, nous commençons à être un peu pessimistes. C'est le cas de le dire parce que ça fait plusieurs siècles même, je dirais. Donc, on se pose la question de savoir comment doit-on orienter le partenariat Europe-Afrique. Je vous remercie pour la parole. Je suis heureux de partager avec vous ce moment par rapport à la situation en Afrique, par rapport à la situation en Europe. Et aujourd'hui, j'ai quand même cette sensibilité, cette chance d'être comme une porte. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je vois de l'extérieur, je vois de l'intérieur. Le fait d'avoir passé quelques décennies en Europe, et spécialement en Belgique, avoir côtoyé dans mon quotidien le Parlement européen, avoir organisé aussi des conférences au Parlement européen, je connais la philosophie. Je vais commencer par lancer un vibrant hommage au président de la République, au président de l'Union africaine sortant. Oui, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, voilà, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État de la République démocratique du Congo, pour le travail qu'il a abattu en amont. Et j'ai entendu le discours donc la conférence de presse de monsieur Charles Michel, qui est le président de la Commission européenne et qui est aussi confrère libéral que moi. Il a dit que c'était pour la première fois qu'ils organisaient un sommet de haut niveau. Et ce sommet de haut niveau a été organisé sous la présidence de la RDC. Alors, qu'on ne tombe pas dans la distraction
Et vous voyez quand même que le président Macky Sall, il est là, il n'y a pas de cela 2 semaines. Mais quand est-ce qu'il a organisé ça? C'était la RDC qui a organisé. Si, évidemment. Et il faut maintenant arrêter de s'autoflageller. On pense que dans d'autres pays, on fait de bonnes choses. Au Congo, on ne fait rien. On pense que dans d'autres pays, on réalise des choses. Au Congo, on ne réalise pas. Non. Ici, il faut parler de l'orientation, des priorités. Ce sommet promet 150 milliards d'euros pour soutenir les projets en Afrique. En échangeant avec vous, avec d'autres personnes, on me dit que 150 milliards, c'est peu. Pour toute l'Afrique, on dit pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique, divisons par 52. mais oui, mais justement. Oui, d'accord. Divisons par 52 pays, les 150 milliards. Vous allez voir que, bon, on a autant, mais n'oubliez pas que durant beaucoup d'années, on a vécu, le Congo n'avait que le budget de 4 à 5 milliards par an. Alors, ici, si nous avons 2,5 milliards, c'est déjà quelque chose pour arranger nos ingrédients. Bon, soit, il n'y a aucun pays qui peut se développer sur base de l'aide au développement. Parce que, excusez-moi, je veux être franc, je voudrais expliquer aux spectateurs, aux téléspectateurs, la dimension de l'aide au développement dans le budget de l'Union européenne, dans le budget par exemple de la Belgique, même en France, ça ne dépasse pas 1% de leur budget. Alors, comment est-ce que... C'est moins d'1% ou au maximum 1%. Je reste poli, 1%. Mais comment est-ce que cette aide-là, d'1% de l'autre côté, peut venir développer la grande RDC? Franchement. Donc, il faudrait réfléchir en termes de priorité. Je vais encore m'attaquer à mes amis juristes. Ils nous aident à faire des statuts, des ONG, des ASBL. Mais ils ne sont pas spécialistes en matière de développement. Il y a des techniciens de développement, il y a des gens qui ont étudié, qui sont techniciens de développement. Oui, voilà. Alors, quand on parle des besoins, il y a des besoins prioritaires et il y a aussi des besoins latents. Vous allez voir les gens qui vont demander qu'on leur construise, des routes, alors qu'il y a la dysenterie endémique. Et cette dysenterie endémique-là est due au fait qu'ils n'ont pas de toilettes. Alors ça pose des problèmes. Or, si on explique la conception de construire des toilettes, tout le monde va aller dans les toilettes et les maladies d'origine hydrique vont diminuer. Alors dans ce cas-là, nous allons parler d'un projet ou d'un besoin qui est latent, que la population ne découvre pas, mais dont il faut dire, bon, qu'est-ce qui est latent, qu'est-ce qui est prioritaire? Dans les priorités, qu'est-ce qui est encore plus prioritaire? Alors, dans ce cadre-là, il faut réfléchir par rapport à l'Union européenne. Quel est le domaine que nous devons nous approprier? Donc, il y a par exemple la santé. Et il n'y a pas un seul pays, même en Afrique, même au monde, parce qu'il faut quand même... Je veux parler aujourd'hui positivement de mon pays. Je ne veux pas m'autoflageller. Et le pays qui a connu beaucoup des endémies, donc qu'est-ce que je dirais, le terme qu'il faut, des épidémies. La RDC est dans le top peut-être 1, avec tout ce que nous avons connu comme Ebola et tout ça. Donc, tout ça, le Congo a une expertise. Nos médecins ont une expertise. Et nous avons aussi, par rapport aux produits pharmaceutiques, tout ça, nous avons tous les moyens pour développer le domaine pharmaceutique. Alors, souvent, quand on parle de la santé, on a tendance plus à voir la médecine. Voilà. Mais on ne voit pas... On ne voit pas la recherche. Voilà. Le domaine pharmaceutique, par exemple, il est complètement mis de côté. Alors que nous avons cette capacité-là pour soutenir mon prédécesseur, le président de la Confédération, qui explique effectivement que le Congo à lui seul, c'est suffit, il n'a même pas besoin d'avoir quelque chose qui peut venir de l'intérieur. Parce que nous parlons de l'Union européenne, avec l'Afrique, il y a ce qui est prioritaire. Les routes, par exemple. On doit faire des priorités dans cette aide-là au développement. Et il faudrait aller... La construction des routes de dessertes agricoles. Oui. La construction des routes de dessertes agricoles,
je pense que peut-être que je procède avant. Ça va entrer dans le développement des 145 territoires. Ouais, c'est ça. Dans les 145 territoires, je vis comment est-ce que les gens sont en train de s'empresser pour créer des structures. Mais est-ce que vous savez que c'est un bon projet? Parce que, vous savez, je l'ai dit, moi je ne mâche pas les mots, oui. Je l'ai dit. Depuis la Deuxième République, on a toujours eu dans le gouvernement un ministère de développement rural. Mais jamais le milieu rural n'a été développé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que quand le président avait lancé ce projet de développement à la base, des 145 territoires, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Mais il faut que ça soit planifié. Attendez. Est-ce qu'il y a une planification? Réfléchissons tout d'abord avant d'arriver à la planification. Prenons le cadre même du concept développement rural. Quand c'est un ministère de la santé, on a tendance à avoir un médecin. Quand c'est un ministère de justice, on a tendance à avoir un juriste. Mais quand c'est un ministère de développement, on n'a pas un agent un technicien en développement. On met n'importe qui à la tête du ministère. On met n'importe qui. Et comme on a tout politisé dans notre pays, le ministre de développement rural, au lieu d'être entouré de techniciens de développement, il est entouré de membres de son parti qui ne connaissent rien du développement intégral, qui ne connaissent rien et même quand on conçoit des projets, on n'associe pas les spécialistes. Vous allez voir quelqu'un qui a travaillé longtemps à l'FAO, c'est une grande structure, ou quelqu'un qui a travaillé longtemps dans une ONG, et c'est celui-là qu'on met comme la tête du projet de développement. Donc, il faudra réfléchir tout d'abord par rapport au concept lui-même. Ouais. Parce que nous allons faire des routes de dessert agricoles. On le fait avec qui? Voilà. Si effectivement nous voulons parler de partenariat, Union africaine, Union européenne, il faut avoir un cadre cohérent, un cadre clair. Vous n'allez pas demander l'argent pour dire « donnez-nous l'argent, on va développer le Congo ». Vous allez développer quoi? Quels sont les secteurs que vous priorisez? En termes de priorité, je vais tout d'abord... Selon vous, qu'est-ce qu'on doit prioriser? Il faut tout d'abord parler dans le cadre de cette aide au développement qui doit venir. Il faut parler des routes. Donc, le transport. Il est dérangeant de voir que nous passons le temps à nous critiquer mutuellement, au lieu de nous soutenir mutuellement. Il faut réfléchir en termes de transport, en termes d'évacuation des produits de première nécessité. Vers les centres urbains. Voilà. Et les centres ruraux vers les centres urbains. Ainsi de suite. Et j'avais expliqué dans une des émissions que pour un petit pont, une rivière qui a un lit de 3 mètres ou 4 mètres, ça demande seulement 4 poutres qu'on peut couper. Ça demande peut-être 60 madriers. Et quand vous faites le calcul, plus 50 ou 100 sacs de ciment, vous avez plus ou moins un petit pont qui peut servir d'évacuation des produits vivriers vers les centres de consommation. Mais fort malheureusement, on n'a que des théoriciens. On n'a que des théoriciens qui sont là en train de réfléchir comment ils vont s'en mettre plein dans des poches. Et tout ce que nous avons comme projet, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à savoir combien je vais gagner. Dans tout ce qu'on est avant même l'exécution du projet. Avant même l'exécution. Quand l'argent est là, au lieu de commencer le travail pour exécuter le projet, non, on prend sa part, on va s'acheter une villa quelque part parce qu'on rêvait d'avoir une villa à ma campagne ou quoi. Voilà. On va s'acheter une voiture de luxe hein, parce qu'on rêvait d'avoir une Range Rover dans sa vie, alors qu'on ne sait pas que l'argent que le Trésor public a décaissé ou l'argent venu de la coopération, hein, c'est pour ce projet-là qu'on vous a confié. Et puis, c'est ça le problème. Dans ce cadre-là, pour encore revenir dans le partenariat Union européenne, Union africaine, je voudrais plus parler de la RDC. Il faut réfléchir en termes de nos besoins. Au niveau de l'Europe, on peut par exemple avoir besoin de l'expertise. Je vais revenir sur les 145 territoires dont le président de la République veut lancer. Je vais un peu vous éclaircir. Ce n'est pas un nouveau concept, c'est une vieille idée qui existe en Belgique.
En Belgique, toutes les communes, parce que là-bas on parle des communes rurales et communes urbaines, donc on appelle ça, tout ça s'appelle commune. Il y a la politique de subsidiarité. Alors, on conçoit les projets au niveau de la commune, qu'on envoie vers les provinces ou les régions, et les régions les transmettent au niveau fédéral. Mais quand il y a l'exécution de ces projets-là, les projets s'exécutent au niveau de la base. Donc le ministre de l'enseignement primaire et secondaire ne touche pas l'argent qui doit construire une école en Bandaka ou une école à Luisa. Donc il ne touche pas cet argent. Qui touche l'argent? L'argent va directement à la base. C'est le bourgmestre qui touche l'argent. Oui, c'est l'équipe, c'est la commune qui s'occupe de ça. En ce moment-là... Le conseil communal. Voilà, le conseil communal, vous avez trouvé le terme. Ce n'est même pas le bourgmestre, mais le conseil communal. Le conseil communal siège pour faire rapport de ce qui se passe. Il y a des échevins qui sont chargés de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, tout ça. Et vous trouvez que c'est un tout dans un tout. Voilà. Alors, ce qui doit nous aider, c'est là où on peut, par exemple, pour dire, OK, dans ce partenariat Union européenne, Congo, nous avons le projet de développer 145 territoires. Et quels sont les mécanismes que nous devons mettre en place? Parce que le problème, allez-y dans le guichet unique, vous verrez qu'il y a de nouvelles ASBL qui ont été fabriquées de toutes pièces. Il y a des sociétés qu'on a créées parce que tout le monde est en train d'attendre qu'il y aura 10 millions qui vont être défalqués ou qui vont être déversés dans chaque territoire. Alors, dans ce cas-là, il nous faut une approche, une analyse claire. J'ai lu le projet lui-même de 145 territoires. C'est à peu près 56 pages. J'ai lu de la première page à la dernière page. Alors, dans ce cas, ce que nous voulons, c'est demander l'expertise que nous n'avons pas. Parce qu'il faut savoir comment loger cet argent. Il faut savoir connaître quels sont les projets prioritaires. Il faut savoir par où on va commencer. Parce que si nous voulons développer tout en un seul moment, est-ce qu'on a des tracteurs? Est-ce qu'on a des caterpillars pour faire des routes, tout ça, pour déniveler? Est-ce qu'on a tout ça? Non. Alors, dans ce cas-là, il faudra réfléchir, province par province, quels sont les axes prioritaires qui vont désenclaver les provinces. Et dès que les provinces sont désenclavées, comme par exemple à Kalambambouji, Kananga, pour parler de ce que je connais bien, donc ça désenclave à peu près 3-4 provinces du coup. Alors c'est ça cette analyse. C'est vers cette analyse-là que nous voulons. Donc quand on travaille avec l'Union européenne... Et puis il faut réunir nos provinces également par des routes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez constater il y a un problème. Le problème, c'est dans ce tribalisme ambiant où les gens se comportent toujours comme des envoyés de leur village. Regardez comme vous l'avez expliqué, à travers nos députés. Les députés ne sont plus nationaux. Les députés sont devenus tribaux. Donc ils parlent plus des tribus, de leur provenance, que de leur même province. Au lieu de réfléchir en termes de province pour dire que voilà, je suis là pour ma province, nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça, mais en même temps nous pouvons commencer par l'autre province pour que le pays soit uni. Non, vous verrez toujours, nous les ressortissants de Luisa, nous avons constaté que vous n'avez pas fait chez nous, alors pour cette raison, nous demandons cette fois-ci que l'un des nôtres soit de telle part. Alors ça casse l'ambiance. Et puis, mais vous savez pas que, je sais pas, vous ne trouvez pas qu'on doit peut détruire cette histoire-là d'équilibre géopolitique quand on nomme les décideurs politiques et tout ça au sein du gouvernement, parmi les mandataires et tout ça. On ne peut pas détruire ça parce que il y a beaucoup. Nous devons avoir l'idée enfin, le concept de la nation. Les décideurs... Nous devons avoir le concept de la nation. Oui, effectivement, les décideurs... Si on garde toujours ce concept-là d'équilibre géopolitique et tout, toutes les provinces doivent se retrouver. Non, on doit parler des Congolais. Oui, mais maintenant, sortons un peu, parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, on ne va pas s'autoflageller. Prenons
tous ceux qui dirigent le Congo, bon, 30%, 40% viennent de la diaspora. Regardez les États-Unis avec 54 États. Il y a des États qui n'ont jamais fourni un président. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu aux États-Unis quelqu'un qui dit que le pouvoir a été au Texas, la fois passée c'était à New York, cette fois-ci c'est notre tour pour que ça soit en Alabama? Non. Ça n'existe pas. Jamais. Allons-y encore tout près de la France. Vous avez déjà entendu les gens dire que bon, cette fois-ci, le président sortant, c'était un Alsacien, et cette fois-ci, nous voulons avoir un président marseillais? Non, pas du tout. Donc, c'est là. Nous devons... Même au Nigeria, ici, même au Nigeria, je n'ai jamais entendu parler de ça. Le président venu de l'État, c'est pas moi de Kaduna. Alors, il faut que le prochain président vienne c'est pas moi de Portacourt ou quoi, je ne sais pas, non. Voilà. Non. C'est ça on doit privilégier le concept de la nation. Oui. Tous nous devons nous sentir congolais. Un point très. Oui, c'est là qu'il faut travailler sur les consciences. Oui. Et c'est vous, les hommes de médias ce concept a été utilisé du temps de la dictature et tout ça. Mais aujourd'hui, on est en démocratie. Je crois que nous devons tous nous unir. Même la dictature. Même sous la dictature. Même sous la dictature. Nous avons vécu la dictature de Mobutu. Ça marchait parce que... Paix à son âme. Nous avons vécu la dictature sous le président Mobutu, paix à son âme. Il disait lui-même dans ses discours, il dit, si vous avez un membre de famille, deux membres de famille qui sont dans votre cabinet, ça ne dérange pas. Mais quand ça dépasse 3, vous ne devenez plus chef. Vous devenez un chef de bande. Ouais. Et c'est ça le mal dans notre pays. Quand vous vous couvrez de votre beau-frère, de votre belle-sœur, de votre neveu, de votre cousin, mais il n'y a plus l'objectivité dans le débat. Il n'y a plus l'efficience dans la conception des idées. Parce que celui-là va dire, mais yo yebiki ozalaki na musalate, sakana, nazo zongi sayo libanda. Parce que c'est lui qui fait le choix. Il fait le choix de ceux qui ont peur de lui. Alors il faut réfléchir. Vous, monsieur le journaliste, c'est vous qui devez nous aider. C'est vous qui devez nous dénoncer ce qui ne va pas. Mais nous, on dénonce, on sensibilise même. Mais quand les décideurs politiques ne veulent pas changer, qu'est-ce que nous on peut faire? Non, maintenant, je pense que les choses doivent aussi bouger. On doit arrêter... Je dois vous rappeler une chose. Je crois que je l'ai rappelé aussi à l'un de mes invités la fois dernière. Oui. Au lendemain des élections de 2011, oui. des élections de 2011, on a fait des émissions ici, je crois, l'animation pour la paix, on avait nommé ça comme ça, l'animation pour la paix. C'était pour éviter qu'il y ait, à l'issue des contestations, qu'il y ait des troubles comme on avait vécu dans le temps. Alors, on a fait cette animation pour la paix. On a parlé de ça, on a dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, ce que vous avez dit, on prend la tête du ministère de l'Agriculture, au lieu de mettre quelqu'un, c'est-à-dire un spécialiste de l'agriculture, on met, c'est pas moi, un spécialiste des mines, tout ça. Non, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, et puis, en ce qui concerne les cabinets des ministres, il faut qu'on évite d'avoir autour du ministre qu'on vient de nommer uniquement des membres de son parti, oui, et qui ne sont même pas du domaine que lui doit gérer. Il faut utiliser les technocrates. On peut travailler avec les membres du parti, ce qui est tout à fait normal. Les membres du parti, s'ils sont du domaine, oui, s'ils sont du domaine. On ne doit pas s'entourer des membres des partis qui ne sont pas du domaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... si parmi les membres du parti, il y en a qui sont du domaine, on peut les utiliser. Mais s'il n'y en a pas, on doit faire appel aux technocrates. Nous devons y travailler. Regardez, suivez la radio. Je suis la radio chaque matin. Au soir aussi, je suis même pendant la journée quand j'ai des moments libres. Vous allez sentir que les gens se répètent. Ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes expressions. Vous allez entendre quelqu'un, nous allons nous battre jusqu'avec la dernière énergie. Mais quand il faut travailler avec la dernière énergie... Ce sont des discours creux, tout ça. Voilà. Or, aujourd'hui, le pays n'a pas besoin des gens qui viennent discourir, qui ont, c'est pas moi, une grande rhétorique. Mais dites-moi, on doit agir comme l'a dit le chef d'État. Il faut agir. Dites-moi, quelqu'un qui conçoit un projet, qui met en place un projet pour réaliser
pour la grandeur du pays. Et vous venez pour lui demander qu'il vous donne un pourcentage sur le projet de l'État. Voilà. Ça aussi, c'est sur un projet qui doit servir toute la nation, 1, 2, 3 individus se mettent ensemble pour dire que tant que nous n'avons pas touché tel pactole, tel montant, ce projet ne va pas marcher. Et c'est ça ce qui caractérise. Vous bloquez le développement du pays parce que vous avez parce que les individus sont égoïstes. Ouais. Alors nous n'allons pas accepter, subir cette situation. Il faut influer sur la mentalité, sur la situation qui gangrène notre société. Alors, c'est à ça que nous voulons. Même les partenaires nous trouvent moins sérieux avec ces histoires de commission. Mais aujourd'hui, pourquoi pour obtenir la signature du ministre, il faut que le ministre soit sûr qu'il va percevoir un pourcentage sur le montant alloué pour concrétiser un projet. Il faudrait qu'il y ait des Congolais qui dénoncent cette situation. Je vous donne l'exemple. Ce n'est pas seulement quand il faut aller avec un projet. Même pour les filles, nos filles qui terminent leur ils ont des diplômes, tout ça. Pour qu'une fille trouve du travail, il faut qu'elle couche avec le directeur. Il faut qu'elle couche avec le recruteur. Mais on ne parle pas de ça. C'est aberrant. On ne parle pas de ça. Alors, il faut réfléchir en termes de rehausser notre nation. Et on a comme impression que chaque fois que je parle avec vous de manière directe, je suis insolent. Et on est resté dans les formules creuses. Écoutez tout de même, tout le monde quand il passe, la meilleure des choses pour faire passer son projet, c'est de mettre l'effigie du président de la République. Quand il veut par exemple passer aperçu, il faut qu'il mette l'effigie du président de la République. Mais quand vous voyez ce qu'il est en train de faire, c'est à côté de ce que le président de la République a comme vision. Alors, si nous ne parlons pas de nos propres problèmes, il n'y a personne qui va le parler avec nous. Donc le partenariat Union européenne, RDC, demande le sérieux de nous. Et avant la pandémie, j'étais en train de me dire, mais pourquoi vous les Belges, vous êtes les NOCO, pourquoi on va se tirailler beaucoup? Vous avez tous ces pensionnés, ces gens qui sont déjà en retraite. Nous pouvons leur construire des cabanes à Kinshasa, à Mbanzangungu, à Mbujimayi ou encore à Kapanga ou à Luisa. Ils peuvent venir nous aider seulement, travailler, apporter l'expertise qu'ils ont. Parce qu'en Europe, ils coûtent trop cher. Donc, il faut réfléchir en termes d'un partenariat. Donc, nous avons, en termes de coopération au développement, les relations de partenariat, les relations bilatérales, nous pouvons parler des relations commerciales, nous pouvons aussi parler des relations de bon voisinage. Donc, tous ces pays avec qui nous sommes autour, ça ne peut pas marcher. Nous avons une grande opportunité. L'opportunité que la RDC a, c'est avec la Belgique. L'Union européenne, c'est en Belgique. Le président de la Commission européenne, c'est un Belge, Charles Michel. Donc, il y a moyen de valoriser ce partenariat-là. Et nous avons un partenaire fiable avec qui nous pouvons travailler. C'est autour de ça que je lance l'appel au ministre des Affaires étrangères, M. Lutundu, c'est un ami qu'on se connaît de longue date. Donc, c'est-à-dire que vous voulez que pour vous, nous devons capitaliser nos relations avec la Belgique. Oui, écoutez, on peut capitaliser avec tous les pays, mais la Belgique reste le pays avec lequel nous avons des liens historiques. Oui. Les 9 pays qui entourent la RDC, ce sont des voisins. Mais le pays avec qui nous avons eu une vie commune, c'est la Belgique, pendant 80 ans. Évidemment. Donc il y a moyen d'améliorer. Au lieu de s'apitoyer sur ce qui n'a pas marché, parce que nous avons 60 ans. Au lieu de s'éterniser sur ce qui n'a pas marché, mais essayons de voir l'avenir. Un partenariat égalitairement profitable à nos deux pays et à l'ensemble de l'Union européenne. Voilà, c'est comme ça que je mets mon vœu. Et il y a moyen de faire ça. Et les gens, les hommes sont là qui peuvent nous aider à concevoir ce concept. Je ne dirais pas que c'est moi, il y a encore ceux qui sont plus forts que moi qui peuvent faire ce travail-là. Voilà comment est-ce que je vois la RDC dans le partenariat
Union européenne, Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Basile Isanga. Je crois que vous avez parlé, vous avez argumenté. Comme je viens de vous le dire, nous, on invite des personnes ressources qui apportent la matière afin que les décideurs puissent suivre et voir ce qu'ils peuvent tirer de bon. Okay. Dans ce que nous faisons comme travail et dans ce que nos invités nous apportent comme matière. Alors, nous allons nous dire au revoir. Vous avez un petit mot à ajouter? Quelque chose que vous auriez voulu bien dire? Le message de la fin est que nous vantons la RDC avant l'indépendance, mais il faut dire que cette RDC a été bâtie et construite par nos parents, par nos aïeux. C'était des Congolais. On n'avait pas importé la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, je crois dans la capacité des Congolais de renverser la vapeur. Moi, je ne peux pas accepter que le Congolais s'autoflagelle. Nous avons des femmes héroïques dans ce pays qui ont prouvé de quoi ils sont capables et qui ont déjà réalisé de grandes choses. Nous avons des hommes qui ont réalisé de grandes choses et il y a moyen de se mettre ensemble et dire que demain sera meilleur si aujourd'hui il n'est pas bon. Okay. Je vous remercie. Merci, c'est à moi de vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et je crois que vous serez toujours reçus sur ce plateau de notre Congo pour parler de notre pays. Merci. Merci beaucoup. Alors vous attendez, nous allons prendre une transition, nous allons nous évader un peu, nous allons nous détendre avec cette chanson d'Héritier Watanabe qui vient de rentrer d'une longue tournée européenne. Héritier Watanabe et son orchestre sont rentrés hier ici à... Au cœur de l'Afrique, le Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique, elle aussi, la nuit du colonialisme l'avait rendu infirme. Mais belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qu'il envie. L'Afrique se réveille.